Mesdames et messieurs les membres du jury, chers collègues doctorants, bonjour. Je suis Thierry Lamarck, doctorant de la promotion Paris 1 2016. Et je suis par ailleurs président fondateur d'une société de conseil spécialisée en reprise d'entreprise. À ce titre, j'ai eu l'occasion d'accompagner 500 projets d'acquisition de PME. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats de mes travaux concernant le processus de négociation dans les opérations de transfert externe de PME, les facteurs clés de succès du repreneur, sous la supervision du professeur Bérengère Deschamps. Nous allons passer en revue l'ensemble de ces sujets en privilégiant la présentation des résultats et les préconisations repreneuriales. La définition du sujet, pour commencer, nous nous situons sur ces travaux à l'intersection entre deux champs de recherche, le champ de la négociation et le champ des transferts d'entreprise. Plus globalement, nous nous situons dans un champ de recherche entrepreneuriat, plus précisément repreneuriat, et ces travaux concernent les transferts externes de PME. La question de recherche qui est posée est la suivante. Quels sont pour le repreneur les facteurs clés de succès des négociations lors des opérations de transfert externe de PME? L'objectif est de mieux comprendre et de décrire ce processus qui concerne bien sûr les négociations dans ces opérations de transfert externe. La revue de littérature que j'ai menée m'a amené à étudier des supports à la fois sur l'aspect des négociations, en particulier les approches compétitives et coopératives, et un deuxième axe qui concerne la reprise d'entreprise et plus précisément le processus de transfert et le jeu des acteurs. Il m'est apparu à ce stade-là qu'il existait une véritable carence dans la recherche à l'intersection de ces deux champs. Les matériaux analysés concernent une centaine de supports, articles scientifiques, ouvrages, rapports, thèses bien évidemment. Et il a émergé de cette revue de littérature une théorie prévalente, une théorie de référence, qui est la théorie des jeux selon les travaux de von Neumann et Morgenstern en 1944. Pourquoi ces travaux-là? Tout simplement parce que ce sont les premiers travaux qui analysent l'interaction entre deux acteurs présentant des intérêts divergents. Mon travail se situe dans ce processus global de transfert d'entreprise présenté par professeur Deschamps à l'occasion, je crois, de sa HDR en 2014. Et plus précisément, nous nous situons sur cette phase-là de négociation qui se situe en aval du processus de reprise et en amont du rachat effectif de la société par le repreneur. La méthodologie utilisée s'est effectuée selon 4 axes. Premier axe, des mini-cas issus de mon expérience de conseil en tant que professionnel. Un deuxième axe qui a consisté à tenir un journal de bord, un journal des négociations, qui m'a permis d'analyser en observation participante 35 séquences de négociations de juin 2016 à juin 2017. Ces deux approches et ces matériaux-là m'ont permis de bâtir une caractérisation des négociations, donc une grille d'analyse en fait de ces pourparlers. Cela m'a permis également de bâtir des guides d'entretien qui m'ont bien sûr été utiles dans les études de cas sous forme de 10 entretiens semi-directifs, centrés repreneurs, à partir de ces grilles de lecture. Et enfin, une triangulation des points de vue que j'ai utilisé pour gommer des aspects de biais cognitifs et affectifs tels que j'avais pu les ressentir au niveau de ces entretiens semi-directifs. Alors, toute cette approche-là se situe dans un design de thèse constructiviste pragmatique, tel que peuvent le définir Martinet et Gavard-Perret, et dans une approche purement qualitative. Alors, quelques mots sur la codification.
Il s'agit d'un travail préparatoire au guide d'entretien et à la qualification des matériaux. J'ai donc bâti une caractérisation des 4 stratégies de négociation telles qu'elles apparaissent dans la littérature, à savoir le rapport de force, la manipulation, le compromis et la stratégie des gains mutuels. Pour chacune de ces stratégies, j'ai bâti une grille de lecture de ce type-là. Là, je vous présente celle qui concerne la stratégie du rapport de force. Selon 4 analyses, impression dominante de la négociation, attitude des acteurs, verbatim, et d'une manière un peu plus originale, une approche en termes de communication non verbale des acteurs lors des négociations, issue d'une discipline qui s'appelle la synergologie. Alors, tous ces travaux-là ont été menés en termes de codification à partir de plateformes digitales en collaboration avec le laboratoire Sphinx et à partir d'un outil qui s'appelle Sphinx IQ Kali. Les résultats. Alors, j'ai regroupé ces résultats sous 3 thématiques et on pourrait y revenir bien sûr. Le processus de négociation, d'une part, avec un certain nombre de travaux menés sous cet angle-là. Une deuxième famille de résultats qui concerne les acteurs de la négociation. L'écosystème de la négociation, parce que j'ai inscrit ma thèse et mes travaux dans une approche intégrée de la négociation, en regardant à la fois les acteurs principaux, mais également ce qui se passait en amont et en aval de la table de négociation. Et l'ensemble de ces travaux m'ont permis de faire émerger 10 facteurs clés de succès lors des négociations de transfert externe d'entreprise. Alors, compte tenu du temps imparti, je ne pourrai pas traiter tous ces aspects, bien sûr, et je vous propose de vous présenter les résultats des thématiques qui apparaissent encadrées ici. À partir de tous ces travaux, j'ai mené deux autres analyses. D'abord, j'ai bâti des préconisations managériales, repreneuriales en l'occurrence, et d'autre part, j'ai mené une analyse réflexive sur ma propre pratique de conseil au quotidien, puisque, quelque part, je considère être le premier bénéficiaire de mes travaux. Alors, premier résultat, les stratégies et les émotions dominantes. On observe lors de ces négociations, selon les 5 phases de négociation qui apparaissent ici, préparation de la négociation, pré-négociation, ouverture, évolution et enfin clôture de la négociation, j'ai réussi, par rapport à ces 5 phases de négociation qui apparaissent dans la littérature, à rattacher le jeu des acteurs selon ces 5 phases. On voit que le jeu des acteurs évolue d'un jeu d'alignement des analyses intra-coalition lors de la préparation à un jeu de séduction dès la phase de pré-négociation, jeu de séduction qui se transforme en jeu positionnaliste entre le repreneur et le cédant à l'ouverture des négociations, c'est-à-dire au moment où on commence à parler de sujets qui fâchent, si on peut les qualifier de tels. Ces jeux positionnalistes où chacun campe sur ses positions se transforment ensuite en jeu oscillatoire, on va y revenir, c'est important. Et enfin, en clôture de la négociation, un jeu d'alignement des intérêts extra-coalition. Les stratégies dominantes, maintenant que j'ai pu observer sur ces 5 phases, vont de la manipulation lors des pré-négociations à un rapport de force en droite ligne avec les jeux positionnalistes. Lors de l'évolution de la négociation, c'est-à-dire au cœur de l'action, on observe une alternance compétition-coopération entre les acteurs. Et enfin, une stratégie dominante de compromis qui vient clore ces négociations, puisque c'est cette stratégie qui permet d'aligner les intérêts entre les deux protagonistes. Les émotions également, que j'ai rattachées à chacune de ces phases. Ces émotions sont assez neutres au début du processus, mais dès l'ouverture des négociations, c'est l'anxiété qui va marquer les acteurs lors des pourparlers. Cette anxiété va se transformer ensuite au cœur des négociations dans ces émotions-là assez diverses, de la colère, de l'enthousiasme et de la crainte. Je dois dire que la crainte est une des émotions que je n'ai pas retrouvées dans la revue de littérature et que j'ai pu observer sur le terrain, donc j'ai tenu à l'indiquer ici. Et enfin, lors de la clôture des négociations, on observe des sentiments, des émotions diverses et parfois contradictoires, telles que la déception, la tristesse, la joie, les regrets
et le stress. Le stress, effectivement, est une autre émotion qui n'apparaît pas clairement dans la littérature que j'ai pu analyser. Deuxième résultat de mes travaux qui concerne les 5 tables de négociation. Alors, la revue de littérature fait bien sûr apparaître beaucoup de travaux concernant la table principale, qui met face à face la coalition repreneur et la coalition cédant. On est donc sur cette table principale dans un jeu d'interaction intercoalition. En menant une analyse intégrée des négociations, c'est-à-dire de ce qui se passe d'une manière écosystémique autour de cette table principale, il apparaît assez clairement 2 autres tables de négociation qui sont des tables d'experts, qui sont des tables de conseil et qui rassemblent autour du repreneur et du cédant l'expert comptable, l'avocat, le conseiller acheteur et les financiers. Et là, donc, ce sont des tables de conseil qui vont bien sûr jouer un rôle de prescription vis-à-vis des 2 principaux protagonistes, le repreneur et le cédant. Là, on est sur des jeux intra-coalition, un travail intra-coalition qui se fait du côté du repreneur et du cédant. Plus intéressant peut-être encore, j'ai identifié 2 autres tables de la sphère privée, cette fois, et qui concernent ce que j'ai appelé des quasi-négociateurs. Et ces tables-là, côté repreneur, côté cédant, rassemblent la famille, les amis, les pairs, les associés. Alors pourquoi quasi-négociateurs? Tout simplement parce que ces acteurs-là sont des acteurs de l'ombre. Ils n'apparaissent jamais physiquement à la table principale. Pourtant, ils vont jouer un rôle extrêmement important, un rôle d'influence auprès du repreneur et du cédant, tout en étant absents physiquement à la table principale. Donc 5 tables de négociation qui sont issues de mon approche intégrée des négociations. Autre résultat, on parle de ce processus de négociation que j'ai pu sous-segmenter, que j'ai pu architecturer sous la forme de 3 sous-processus de négociation. Un premier processus qui concerne la dimension relationnelle et attitudinale entre les acteurs. Et cette dimension permet de faire passer le repreneur et le cédant d'une posture d'adversité à une posture de partenariat selon un processus incrémental qui se met en place au fil des discussions. Et donc on observe ce phénomène-là dont le maître mot est la confiance. La confiance entre le repreneur et le cédant qui permet de bâtir cette relation indispensable pour faire évoluer les acteurs de l'adversité au partenariat. Deuxième sous-processus qui cette fois concerne la dimension stratégique et la dimension émotionnelle des négociations. Là, on voit effectivement les 2 acteurs au cœur des négociations osciller entre coopération, posture de coopération et de compétition. Cela se fait à partir de ce que Drugman appelle les turning points, traduit en français par moments critiques. Et ces moments critiques font effectivement évoluer la stratégie des acteurs qui vont passer du conflit à la collaboration et de la collaboration au conflit. De la même façon, les émotions liées à ces moments critiques, à ces turning points qu'on observe. Donc on est bien ici dans un processus oscillatoire de la négociation. Troisième sous-segment qui tient cette fois à la dimension interorganisationnelle du repreneur et du cédant. On voit effectivement que le repreneur et le cédant font des allers-retours entre la table principale, la table de conseil, la table des quasi-négociateurs. Donc table principale, 2e et 3e table. Selon un processus cette fois que j'ai qualifié d'itératif, on est sur des allers-retours qui font évoluer la stratégie des acteurs pour aboutir idéalement à un alignement des intérêts. De tous ces travaux-là, j'ai pu identifier 10 facteurs clés de succès. Certains incombent directement au repreneur, on le voit ici. Ce sont des facteurs clés de succès qui concernent la préparation de la négociation, la constitution de l'équipe de conseil, la relation de confiance qui s'établit ou pas entre le repreneur et le cédant, l'alignement des valeurs, et ce, dans une stratégie globale de coopération. Par ailleurs, les conseils, eux aussi, vont jouer un rôle extrêmement important dans ces négociations, puisqu'ils vont jouer un rôle d'interfaçage de la relation repreneur-cédant selon 2 dimensions, une dimension technique et surtout une dimension humaine et processuelle. Cette dimension-là est fondamentale, elle permet au conseil en particulier d'identifier les motivations sous-jacentes du cédant,
La gestion des émotions entre le repreneur et le cédant qui est bien difficile à maîtriser par le repreneur seul, donc les conseils vont jouer un rôle fondamental sur cet aspect-là. Et également un rôle d'identification du timing, du calendrier du cédant pour adapter le processus à ce que souhaite le dirigeant de l'entreprise. Quelles sont les préconisations managériales ou repreneuriales ? 15 minutes, hein, donc... Oui. Les préconisations sont les suivantes. Moi, je suggère aux repreneurs par rapport à ces travaux de mener plusieurs négociations en parallèle, consistant à amoindrir, à minimiser les biais cognitifs et affectifs tels qu'ils apparaissent tout le long de ce processus. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important à signaler. Ensuite, bien sûr, de privilégier les approches coopératives qui consistent à gagner avec plutôt qu'à gagner contre. Ne pas sous-estimer la dimension humaine de ces négociations qui est fondamentale. On parle bien d'opérations sur des chiffres d'affaires entre 1 et 10 millions d'euros. Et sur ces opérations-là, on observe que l'affect l'emporte sur l'effect. S'entourer des meilleures compétences dans une approche causale, il me semble que le repreneur a tout intérêt effectivement à s'entourer des meilleurs experts comptables et avocats pour l'accompagner et également bien sûr d'un conseil acheteur. Et enfin, tester son projet de reprise, je suggère au repreneur d'expérimenter son projet, de tester son projet sur des cibles sans lendemain, si on peut dire, avant de déployer véritablement ces négociations sur des cibles qui lui tiennent à cœur. Il s'agit en définitive pour le repreneur de bâtir sa propre courbe d'expérience repreneuriale. Quelles sont les limites et les prolongements de la thèse ? Les limites sont de trois types, théorique, méthodologique et terrain. Théorique parce qu'on est sur un sujet tout à fait précis, les transferts externes de PME. Méthodologique parce qu'effectivement on observe un grand nombre de biais qui sont liés à l'approche qualitative que j'ai pu mener. Et puis le terrain, bien sûr, puisque la confidentialité de ces opérations limite l'accès à ces informations-là. Les prolongements de la thèse, tels que je peux les imaginer, d'abord, compléter le regard du repreneur, peut-être en analysant des opérations plus grosses, qui pourraient faire intervenir des fonds d'investissement qui, eux aussi, peuvent venir perturber le jeu des acteurs. La reprise au féminin, qui est un sujet intéressant que je n'ai pas pu étudier. Et enfin, compléter ou analyser le regard du cédant pour mesurer, pour observer ses biais, ses émotions et ses besoins d'accompagnement. Voilà 6 mois voilà 6 mois que j'ai terminé la rédaction de ma thèse. Et donc la question que je me suis posée, c'est en définitive par rapport à ces travaux, quelles sont les connaissances actionnables que je peux tirer de cette thèse. Eh bien, je vais en citer quelques-uns. D'abord, une meilleure connaissance générique, bien sûr, du processus de négociation. Ces travaux m'ont permis d'aller vraiment beaucoup plus loin dans la connaissance de ce processus. La mise en évidence de 10 facteurs clés de succès qui me permettent effectivement de bien mesurer où se joue le succès et l'échec des pourparlers. L'importance de la dimension humaine. Chabert considère que ça correspond à 80% de la réussite de ce type d'opération et je rejoins tout à fait ce point de vue. Et enfin, ces travaux m'ont permis d'irriguer les modules de formation qui existent dans mon cabinet en termes de formation à la reprise d'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Bien, merci Monsieur Lamarre.